Pour commencer, je vais lire un bref texte qui va vous illustrer le sens de ma démarche, qui est un petit peu différente de la sienne, dans la mesure où la mienne est moins militante. Par exemple, ce qui a été dit sur Thomas Sankara m'enthousiasme beaucoup. C'est une figure qui m'intéresse et qui me semble, je ne veux pas parler de modèle parce que je pense que justement, ça c'est ce principe de l'exotisme. Je ne pense pas qu'il faille chercher le modèle ni en Afrique ni en Asie, mais en tout cas c'est une figure inspiratrice parce que c'est une certaine vertu, une certaine intransigeance politique, une certaine incorruptibilité. Moi, ce dont je vais vous parler concernant l'Asie, je vais l'examiner un petit peu plus froidement dans la mesure où ça m'intéresse beaucoup quant à l'histoire du socialisme, c'est le thème de ma petite brochure, mais j'y vois rien de messianique, ni même des réussites frappantes, ça se saurait, au contraire, il y a les communismes asiatiques qui ont amené de grands progrès, ont aussi provoqué de grands drames. Et je suis retombé, en réunissant quelques notes hier, je suis retombé sur ce bref texte que j'avais écrit en août 2007, à l'époque où je vivais en Chine, dans le Shandong en l'occurrence, à l'est. J'écris ces derniers mots sur une terrasse improvisée devant l'échoppe d'une famille du Xinjiang, sous la lumière de quelques lampions. Le soleil s'est couché, les grillons s'en donnent à cœur joie, mêlés au brouhaha des discussions, des ouvriers attablés à côté et des bruits de vaisselle. Un chaton famélique passe et repasse, se frotte au pied de ma chaise pour quêter mes restes de poisson. Un enfant de 5 ans s'est juché sur un tabouret en face de moi et me demande de lui écrire les caractères chinois de mon nom sur un morceau de carton. Debout à côté, une poignée de bouteilles vides à la main, le serveur, un étudiant travailleur, m'entretient de l'opéra de Pékin en faisant de grands gestes expressifs. Les brochettes d'agneau crépitent sur les grilles, les chopes s'entrechoquent aux cris joyeux de Campei, c'est santé. Un air sirupeux de Hong Kong sort du petit restaurant où les cuisiniers musulmans s'activent et manient d'énormes poêles devant un mur en briques luisant de graisse. Un soir d'été dans une petite ville du Shandong. Dernière nuit en Chine, avant mon retour en Europe. Dernière nuit de machine, celle qui n'existe peut-être qu'à travers mon regard particulier, celle du choc unique d'une expérience et d'une subjectivité, la mienne. Ce n'est pas celle de Marco Polo ni celle de Malraux, c'est juste machine, celle des tambourins qui rythment les danses cadencées des vieilles dames au crépuscule, celle de l'animation des terrasses et des bazars, de l'odeur de tofu dans les arrière-salles enfumées, des jeunes mariés en tipao rouge, des chorales d'enfants sur les terrains de sport, des hommes qui jouent aux cartes et au mahjong, torse nu, accroupis sur le trottoir, celle des petites charrettes à 3 roues qui grouillent sur les routes, de la vente à la criée, des petits frères à la culotte fendue et des grands frères au foulard de jeunes pionniers, des feux qu'on brûle pour les morts, des toasts arrosés au barbecue, des chants patriotiques grésillants dans les mauvais transistors, des lampadaires en panne dans les rues obscures, des petits chiots vendus devant les bouches de métro, des gâteaux de lune. Et de l'autre côté de la Lune, l'autre Chine, moins riante, celle des poches vides et des bottes à clous, des trafics de toutes sortes, des descentes de police musclées sur les marchés, celle de l'impunité des notables de province, des paysans expropriés, celle d'une recolonisation rampante dont on ne sait jamais vraiment bien si elle décline ou elle relève la tête, celle du mépris de la classe affaires et de la morgue des expats dans les bars américains du quartier de Sanlitun. C'est ainsi, la Chine est un pays de contraste où coexistent tout et son contraire. Les bonnes histoires ont été pour moi plus nombreuses que les mauvaises. Ma Chine, celle des longues randonnées à pied ou à vélo, à voir, à écouter, à sentir, à m'imprégner de la vie des gens ici. Chine aux 1000 recoins, avec ses routongs qui n'en finissent pas de nous perdre et de se tordre, ses baraquements alignés les uns sur les autres, comme ensevelis sous des ranz, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Des quartiers tortueux et labyrinthiques, de petites bâtisses d'un étage à l'architecture dépareillée. Chine du désordre organisé, de la multitude ordonnée, du fourmillement hautement structuré. Chine des 5 sens et des 9% de croissance. Chine au teint hâlé et à la langue bien pendue qui sait compter et qui ne s'en laisse plus compter. Chine qui marche sur ses 2 jambes, solidement ancrée sur la terre boueuse des chemins de campagne. Chine qui roule les ballots de foin dans les champs, qui se bouscule dans les files d'attente, qui fume des cigarettes bon marché sur le pas de la porte et qui sort sa pipa sur la place publique pendant les soirs d'été. Ma Chine, celle qui ne dort jamais, celle qui jure, qui crache, qui rit fort et qui engloutit de grands bols de nouilles avant de s'étendre sur le Kang. Celle qui bâtit toujours plus haut vers le ciel, celle qui monte dans la montagne pour frapper les tigres, celle qui s'entasse dans les trains au Nouvel An et qui affiche des douiliennes rouges et or sur sa porte. La Chine des enfants de Hugong, engoncés dans de grands manteaux verts durant les matins de janvier, faisant et refaisant l'empire, au gré du bon vouloir des locataires de Zhong Nanhai, déliant ce qui a été lié, reconstruisant ce qui a été détruit. Ma Chine, une hospitalité, une générosité, des amis de passage impossibles à oublier, une Chine de marchands de légumes, de chauffeurs de taxi, de joueurs de flûte, de balayeurs, d'étudiants, de coiffeurs, une Chine de camarades. Ma Chine, celle qui ne se renie pas, celle qui n'est pas à vendre, celle qui répond toujours au nom de Zhou Enlai. Dans ma Chine, le vent d'automne est chargé de sable et on est réveillé au petit matin par les mélopées des aiguiseurs de couteaux, passant en triporteur devant les grands parcs où les aînés s'exercent au sabre et au tigong.
Dans ma Chine, on aime flâner en fin d'après-midi, marchander quelques tomates en écoutant la gouaille des petits commerçants et en tendant l'oreille aux hauts cris des matriarches échappés des cours intérieures. Chine de la langue qui chante, qui jaillit, qui se récrie, qui sent bon le tumulte, le tournoiement, les ruades et les ruelles, ou plus simplement la brise calme dans les branches d'un arbre solitaire au cœur d'un Yuan. Le jaune éclatant du colza sur les champs en terrasse du Shaanxi, les pics vertigineux et boisés autour du Taishan, les délicates fleurs blanches écloses sur les cerisiers du Yuanmingyuan, les massifs fleuris et vallonnés abritant les tombes des Kong dans le sanctuaire de Shufu, les reflets des lampions sur la surface du lac Hurai et le givre sur les arbres fruitiers dans les vergers du Rebeil. Juste ma Chine. Il n'y a effectivement rien de politique dans ce petit texte, et le sens de ma démarche ne l'est pas davantage, même si voilà, j'ai évidemment certaines convictions liées à la fois au socialisme et à la question nationale, à la question patriotique, mais il y a de cela plusieurs décennies, l'écrivain Robert Guyen disait « La Chine est excitante comme peut l'être pour un physicien une équation majeure à résoudre ». C'est exactement ce que j'ai senti en y allant il y a 10 ans, mais l'eau a coulé sous les ponts, et il y a 10 ans comme aujourd'hui, en réalité, la Chine n'est plus si exotique que ça. Enfin, elle l'est de fait, mais elle est parcourue par beaucoup d'étrangers. Aujourd'hui, ce que disait Robert Guyen, je pense qu'il pourrait le dire par rapport à la Corée du Nord, qui est le sujet duquel je parle également, et qui est un pays qui attire de plus en plus de curiosité, mais où en réalité, globalement, peu de gens sont allés. Et là, je pense qu'on a des profils de voyageurs assez différents qui se rendent là-bas. Je précise que moi, je ne suis pas allé pour le moment, hein, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est des profils qui peut-être peuvent faire référence à comment dire, un scepticisme ou des prises de position politiques. Il y a, je dirais, le profil du réinformé qui se dit l'axe du mal. Hein, la Corée du Nord est entrée dans l'axe du mal aux côtés de l'Iran et de l'Irak sous la présidence de George Bush. Certains se disent, et est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que c'est vraiment aussi diabolique, totalitaire et sournois qu'on nous le dit? Allons voir. Ça, c'est le type en fait qui veut se réinformer sur place parce qu'il ne croit pas aux médias. Il y a un profil, je dirais, plus dissident. Pas besoin de citer d'exemples, vous y penserez peut-être à ma place, de gens qui se disent on va emmerder notre propre pays en allant faire une quenelle en Corée du Nord, parce que par exemple la France est un des derniers pays à ne pas avoir une représentation diplomatique officielle de la Corée du Nord, ce qui est effectivement problématique, et c'est un petit peu comme Depardieu qui part en Russie, hein, c'est un petit peu la même idée. C'est pas exactement une déclaration d'amour au pays, mais c'est une provocation stratégique, ça c'est hautement politique bien sûr. Et il y a un autre profil, c'est j'appellerais le profil Tintin, qui se dit tiens, où est-ce que l'homme n'a jamais mis, enfin l'homme occidental, pas l'humain, où est-ce que l'homme n'a jamais mis le pied, tiens, on est allé sur la Lune, on n'est pas encore allé à Pyongyang. Il y a un petit peu ce côté-là. Dans la revue Rébellion, il y a quelques mois, on a publié un texte d'un de nos compatriotes suisses, qui habite du côté de Vienne, qui est Thomas Gerber, critique cinéma, professeur de philo, qui s'était rendu à Pyongyang, ce qui est assez rare. Je l'ai interviewé, et puis il avait cette phrase intéressante qui disait j'y suis pas allé dans une optique d'analyse politique. Je pense d'ailleurs qu'on peut trouver beaucoup de choses dans les livres sur la structure politique de la Corée du Nord. C'est ce que j'ai fait pour écrire le mien. En réalité, aller sur place, on n'apprendra pas davantage. Par contre, on verra, on sentira, on vivra les choses davantage. Lui parlait de trip émotionnel, je trouve que l'expression est assez jolie, et si un jour j'ai la chance d'obtenir un visa pour aller là-bas, c'est évidemment pas pour écrire un manifeste de défense ou d'attaque du Juche, mais c'est pour voir par exemple qu'est-ce que c'est qu'une ville sans publicité. Ça c'est quelque chose qu'on connaît pas. J'ai amené ici un livre que je vous recommande. Il y a beaucoup de livres très intéressants sur la Corée du Nord, notamment un livre de Philippe Ponce qui s'appelle Corée du Nord, l'État guérilla. Celui-là je l'ai amené parce qu'il est plus anecdotique, parce qu'il est écrit par un partisan de la Corée du Nord, ce qui est plus rare. Alors, je ne suis pas en accord évidemment avec tout, mais c'est un type qui connaît bien le sujet, Robert Charvin, proche d'une certaine extrême gauche, qui est publié d'ailleurs chez Delga, hein, la maison des communistes plouscardiens, et qui disait que mettre l'accent sur ce qui n'est pas spécifique pour identifier un État n'est pas rationnellement fondé. Et justement, c'est ce que je vais éviter de faire. Ce qui est intéressant, dans le cas de la Chine comme dans celui de la Corée, c'est de voir ce qui est spécifique à ces cultures-là, à ces civilisations-là, mais ce qui n'a pas ce caractère universel et imposé d'en haut, et je dirais presque abstrait, du marxisme, ou dans un autre cadre d'ailleurs du capitalisme. Il y a quelques points auxquels je vais m'intéresser. Il y a le rapport de ces régimes-là aux régimes qui les ont précédés, aux anciens régimes, notamment aux empires, aux régimes pré-communistes, contre lesquels ils se sont révoltés, certes, qu'ils ont renversés, mais avec lesquels ils ont aussi un lien de filiation. C'est pas tout à fait, mais c'est valable aussi pour tous les pays. Le discours en France révolutionnaire a été un discours proche de la table rase, et ensuite le jacobinisme républicain, à certains égards, n'est que la suite logique de la fin de l'ancien régime et de la monarchie absolue façon Louis XIV. Les liens sont partout.
et certains l'assument plus que d'autres. Il y a une notion culturelle qui est celle du confucianisme, qui est propre aux deux pays, importé ou non, et qui conditionne les rapports au pouvoir, qui a été tantôt combattu et qui tantôt s'est réconcilié avec ça. Il y a tout ce qui est de domaine des religions et des traditions populaires. J'inclus les traditions populaires parce que la notion de religion dans ces pays d'Asie est complexe. Peut-être que ça ne correspondrait pas à ce qu'on appelle religion lorsqu'on parle par exemple des grandes religions monothéistes que nous connaissons. C'est moins transcendant, c'est autre chose. Il y a la question du nationalisme qui est moins surprenant parce qu'en réalité toute l'histoire au XXe siècle des communismes a été une histoire de régime nationaux-communisme. J'en parle quand même parce qu'il faut toujours, parce qu'au cas où il y aurait des gauchistes dans la salle, ils n'ont toujours pas compris. Ça n'a pu fonctionner que comme ça correspondait au XXe siècle, ça correspond toujours à certains égards au XXIe siècle. L'État-nation n'est pas un principe éternel, mais il est actuel, et il est d'autant plus actuel que la défense du programme communiste, c'est-à-dire quand même une défense d'acquis sociaux, de lutte salariale, syndicale, aujourd'hui plus que jamais, n'est possible, et c'est difficile, n'est possible qu'avec des frontières gardées avec vigilance. Et c'est ce qu'on appelle la souveraineté nationale. Je dirais un mot de la question raciale, qui est une chose culturelle complexe, mais qui est très importante, surtout dans le cas de la Corée. Et ensuite, je parlerai des distances avec le marxisme, parce que les points d'accord avec le marxisme, j'y reviendrai pas, ils sont évidents dans la notion de parti communiste au pouvoir, mais il y a aussi des distances qui ne sont pas que culturelles. Et si j'ai le temps, mais c'est pas sûr, je dirais un mot des spécificités économiques, c'est-à-dire le côté non marxiste de ces régimes. Dans tous les cas, j'insisterai toujours un petit peu plus sur la Corée du Nord que sur la Chine. Non pas que je connaisse mieux celui-ci que celui-là, au contraire, la Chine, j'y ai vécu plus d'une année, la Corée du Nord, je n'y ai jamais mis les pieds, mais je pense que ce que j'aurais à dire sur la Chine à ce propos-là, 10 ans après mon retour, est devenu une chose un petit peu conventionnelle, une suite d'évidence. Donc je m'appesantirai pas là-dessus. Alors, concernant le rapport aux anciens régimes, alors c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'on a l'impression parfois d'avoir des transmissions du pouvoir héréditaire, surtout en Corée du Nord, des logiques dynastiques. C'est aussi vrai en Chine, alors qu'en Chine, évidemment, la transmission du pouvoir ne se passe pas de père en fils. Mais il y a notamment un phénomène qu'on appelle celui des princes rouges. Les princes rouges sont une élite du parti qui accède assez facilement à des postes de pouvoir et dont la seule légitimité est d'être les enfants ou les petits-enfants des vétérans. Mais alors des vrais héros communistes, ceux-là, qui viennent souvent de la paysannerie, de la classe ouvrière. Donc ce sont des vétérans, par exemple, de la Longue Marche. La Longue Marche, elle a eu lieu dans les années 30, elle a fini en 37, si je ne m'abuse, 36. Et souvent les enfants ou les petits-enfants de ces héros de la Longue Marche, qui sont des héritiers, objectivement ce sont des bourgeois, hein, même des grands bourgeois, comme on disait en Russie, des nomenclaturistes. Et ces gens-là, et c'est très critiqué, disposent de privilèges, ce qui est bien la preuve qu'il y a un népotisme. Ça n'a rien d'original dans la mesure où c'est exactement comme ça chez nous aussi, sauf que dans un régime prétendument populaire, ça pose davantage problème, et c'est pour ça qu'il est important de le dire. Mao Tse-tung, si évidemment il était dans une optique là aussi de table rase, de révolution, au moment où il s'est installé au pouvoir, s'est volontiers référé à certains empereurs anciens. J'ai oublié, je ne me souviens plus exactement lequel. Il se comparait à certains empereurs, un petit peu dans une démarche presque napoléonienne, c'est-à-dire à la fois révolutionnaire, et tout est révolution conservatrice en Chine, hein. Ça aussi c'est très napoléonien, c'est-à-dire on prend le pouvoir, mais il y a un côté révolution populaire et révolution de palais, et une fois qu'on l'a, on essaie de se placer dans la continuité du temps long, parce qu'il y a une mystique nationale historique où disons, ben voilà, la République populaire de Chine a été fondée en 1949, la Chine est un pays plurimillénaire. Et il se référait à un empereur, je ne sais plus lequel, mais il a choisi à dessein un des plus sanguinaires, et pour justifier certaines les parties les plus dures, les plus rudes, les plus violentes de sa répression, il se plaçait dans la continuité d'un empereur qui avait annihilé son opposition par des exécutions de masse et des tortures. C'est toujours lié à ce côté très asiatique des logiques communautaires. Pourquoi est-ce qu'en Corée ou en Chine, on pense qu'il y a toujours un rapport entre un chef et son fils qui devrait être amené à devenir chef? C'est parce que le droit lui-même est resté un droit assez communautaire. Avant la Révolution, s'il y avait un voleur ou un bandit en Chine qui commettait un méfait, l'empereur envoyait des troupes dans le village et tout le village était raflé. C'était pas considéré comme une vengeance aveugle, mais en disant vous avez des liens de sang, de cohabitation, de voisinage avec lui, donc il y a la culpabilité collective prime. C'est exactement comme ça que fonctionnait, par exemple, la monarchie française avant la Révolution. Un des acquis modernes
peut-être même libérale si l'on veut, de la Révolution, c'est d'avoir individualisé le droit, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les temps modernes, c'est un peu l'esprit des Lumières, si vous commettez un assassinat, même dans un pays où la peine de mort existe, on ne va pas tuer en même temps vos parents, vos enfants et vos frères et sœurs. Ça, c'est quand même plutôt un acquis intéressant, je trouve. Et en Chine aussi, hein, je veux dire, en Chine, c'est aussi ce droit individuel, mais il est resté quelque chose, et si c'est valable pour le crime, la culpabilité, c'est aussi valable pour l'honneur, la vertu et le pouvoir. Pour prendre le cas de la Corée au XVe siècle, par exemple, un roi, le roi Sejong, c'est celui qui a inventé l'alphabet coréen qu'on connaît. Mais très vite, cet alphabet coréen a été méprisé par les lettrés confucéens sous influence chinoise. On va écrire en caractère chinois, les Hanzi, c'est plus joli, c'est plus classe, ça montre qu'on est cosmopolite. Ensuite, les Japonais sont arrivés, ils ont dit c'est un élément identitaire dont on se méfie, on va imposer le japonais, on va alphabétiser les enfants en japonais, on va amener des prêtres shintoïstes, etc. Et quand la révolution a éclaté, les nationalistes et les communistes se sont référés à ce vieil alphabet inventé au XVe siècle pour dire on doit avoir notre alphabet. C'est une manière de lutter contre l'élite d'intellectuels pro-chinois et pré-communistes et contre surtout les occupants japonais. Autre exemple, si normalement quand un chef d'État nord-coréen meurt, il faut faire 3 ans de deuil, ça n'a pas eu lieu avec Kim Jong-il pour des raisons d'agenda, mais avec Kim Il-sung, ça a été le cas. C'est un héritage de la dynastie Yi. Kim Jong-il, de son vivant, écrivait des calligraphies, ses calligraphies en rouge. Pourquoi l'encre rouge? Parce que c'était les édits royaux de l'ancien régime coréen, l'Empire. Mao aussi, il a déclenché la révolution culturelle en laissant sur les murs de Beida, c'est Beijing Daxue, c'est la grande université de Pékin, une calligraphie non signée, où c'était marqué simplement feu sur le quartier général. Et la culture calligraphique était tellement importante en Chine que quand les étudiants l'ont vu, ils se sont dit mais c'est Mao. C'est Mao parce qu'on reconnaît son écriture. Et là, les gardes rouges ont effectivement fait feu sur le quartier général. Cette tradition du manuscrit est une tradition d'ancien régime. Et d'ailleurs, les chefs d'État, dans le cas de la Corée du Nord, ont été justifiés par des espèces de vertus magiques. Kim Jong-il serait né sur le mont Paektu, qui est une montagne à moitié chinoise, à moitié coréenne. En réalité, il est né en Sibérie parce que ses parents avaient fui la répression du mouvement révolutionnaire. Et le jour où il est né, sur cette montagne magique qui était un haut lieu de la résistance, un arc-en-ciel serait apparu ainsi qu'une nouvelle étoile. Et depuis, il y a une nouvelle étoile dans le ciel. Et quand il est mort, par contre, il est aussi mort au même endroit. Quand il a senti qu'il allait mourir et aller sur la montagne, il y a eu une tempête de neige et la glace d'un bassin s'est brisée. On est vraiment dans quelque chose de légendaire. L'écrivain Denis Gorteau, qui a sorti un bon livre chez Alexis Farmak, disait que c'était une monarchie orientale à forte dominante militaire. C'est vrai, je pense que ça c'est plus vrai que le terme de communisme. Concernant le confucianisme, c'est une philosophie, on va dire ça comme ça, où le rite l'emporte sur la loi. Robert Charvin comparait ça, il disait, le confucianisme c'est plus proche des rituels de la franc-maçonnerie que du légalisme européen né de la civilisation gréco-latine. C'est-à-dire c'est un prosélytisme par l'exemple, comme dans le christianisme, et la coutume l'emporte sur la loi. Et ça, les communistes chinois se sont rebellés là contre, tout simplement parce que c'était considéré comme une aliénation. Le confucianisme, c'est ce qui poussait les gens à être fidèles et loyaux à un pouvoir politique, l'empereur, qui les dominait. C'est ce qui poussait les femmes à être fidèles et soumises à des hommes qui les oppressaient, etc. etc. La révolution culturelle des gardes rouges ont lancé une campagne qui s'appelait Piling Pikong, c'est-à-dire critiquer ou attaquer Lin Biao et Gongzi. Lin Biao, c'est un officier de la révolution culturelle qui était d'abord le bras droit de Mao, puis ensuite il a été considéré comme traître, donc on l'a fait disparaître dans un accident d'avion, et Gongzi, c'est Confucius. Donc déjà, c'est très révolution culturelle de mettre en même temps un officier de l'armée puis un philosophe mort depuis des siècles, mais c'était considéré comme les deux visages de la réaction. Or, dans la Chine d'aujourd'hui, Confucius a été réhabilité, et a été réhabilité par les communistes. Il est enseigné à l'université, il représente à la fois un élément identitaire, parce que c'est chinois, hein, c'est comme, on pourrait dire aujourd'hui, on dit la langue de Confucius, comme on dit la langue de Molière ou la langue de Shakespeare. Donc rien que pour ça, c'est quand même un élément identitaire. Il y a une morale, on considère que c'est une morale du respect des enfants avec les parents, la morale conjugale, la fidélité, etc. Et surtout, ça a des vertus politiques d'allégeance et de loyauté. Donc si les idées de Confucius ont permis une fidélité à l'Empire, pourquoi ne permettrait-il pas une fidélité au parti communiste chinois? Malraux, qui connaissait bien l'Asie, dans ses anti-mémoires, disait que
que Ho Chi Minh, donc, dont on a parlé avant, et qui dirigeait le Vietnam, était un national confucianiste. C'était pas le cas de Mao qui était contre, mais c'est le cas peut-être des communistes chinois actuels. Confucius, que disait-il dans ses entretiens qu'on peut trouver en livre de poche, disait, je vous cite deux passages, qui n'occupe pas de position dans le gouvernement n'en discute pas la politique. Ça convient parfaitement à un parti unique autoritaire. C'est-à-dire, cette phrase délégitime toute tentative de démocratisation de la Chine. Parce que voilà, si vous n'avez pas de fonction, vous fermez votre gueule. Et comme vous ne pouvez pas avoir de fonction autrement que par la cooptation, eh ben vous n'êtes pas amené à vous exprimer. Autre phrase, on peut dire au peuple ce qu'il doit faire, mais on ne saurait lui en faire comprendre le pourquoi. Bon, voilà, pas plein de commentaires. Et on peut même dire que les camps de rééducation chinois, qu'on appelle les laogai, sont justifiés par le confucianisme dans la mesure où Confucius pensait que l'homme était perfectible, mais la nature humaine malléable. Mao disait l'homme est une page blanche sur laquelle j'écris ce que je veux, c'est la tabula rasa communiste poussée très loin, et en s'appuyant a posteriori sur le confucianisme, mais ça c'est une explication a posteriori, on pourrait dire effectivement que dans les camps de rééducation, on ne massacre pas les gens, mais on les rééduque dans la mesure, et ça c'est propre, on trouve ça aussi avec d'autres sources en URSS, où on considère ah mais vous êtes un déviationniste, mais c'est parce que vous n'avez pas compris, donc on va vous faire travailler dans les rizières un moment, et vous vous en sortirez. Ce qui est très, comment dire, ce qui peut être plus humiliant que le fait d'être considéré comme un irrécupérable. Dans la Chine actuelle, le confucianisme est en grande partie réhabilité, ce qui n'est pas le cas en Corée du Nord, dans la mesure où le confucianisme n'a jamais été critiqué. C'est une philosophie d'État depuis le XVe siècle. Confucius encourage la famille nucléaire traditionnelle, il a une philosophie très familialiste qui plaît beaucoup aux Coréens et que la RPDC, la République populaire démocratique de Corée, a encouragé. Alors qu'à l'époque et que la Chine encourage maintenant aussi, mais à l'époque de la révolution culturelle, ce familialisme était considéré comme réactionnaire parce que, dans une logique du collectif total, la famille était un corps intermédiaire qui était suspect. C'était une entrave entre l'État, le parti, et l'individu. Mais ça, on a les mêmes réflexions sans aller aussi loin, heureusement, mais dans la Révolution française, avec la loi Le Chapelier, les lois, aujourd'hui on appellerait ça même des lois anti-syndicales ou contre la liberté de réunion, où il ne fallait pas créer de corps intermédiaires, sauf les loges maçonniques, là il y avait une exception, mais ça c'est un autre problème. Et pendant la Révolution culturelle, c'était ça. Et ça peut faire penser à d'autres expériences historiques comme le nazisme en Allemagne, c'est-à-dire que c'est particulièrement pervers, on incitait les enfants à dénoncer leurs parents. Et quand des régimes font ça, eh bien là on n'est évidemment plus du tout dans le confucianisme parce qu'il n'y a plus de famille nucléaire. Il y a des individus montés les uns contre les autres sous prétexte de créer un collectif. Et c'est les 5 relations confucianistes qui gèrent justement les relations entre l'État, entre le prince et le peuple. Selon un auteur américain intéressant, un journaliste qui s'appelle Brian Reinhold Meyers, lui considère que la Corée du Nord actuelle n'est pas tant liée par ces relations confucianistes que par le culte impérial japonais, influence qui serait venue de la colonisation japonaise, et même par Hirohito et ce qu'on appelle, avec certains guillemets, le fascisme japonais. C'est une thèse très, très contestée, mais effectivement, selon lui, les logiques qui régissent le régime nord-coréen tiendraient davantage du fascisme asiatique que du maoïsme, du communisme ou même du confucianisme. Alors concernant la religion, il faut savoir que le parti, qui n'est pas le parti communiste, qui s'appelle le Parti du Travail en Corée, qui est la fusion de plusieurs mouvements, est aussi né sur des premiers mouvements beaucoup plus mystiques à la fin du XIXe siècle. Par exemple, en 1894-95, il y a un mouvement qui s'appelle Tongrak, en français savoir oriental, qui mêle bouddhisme, néo-confucianisme, taoïsme et chamanisme, parce que le chamanisme est très présent en Corée. Ça peut faire penser à d'autres phénomènes en Chine à la fin du 19e, des phénomènes pré-révolutionnaires comme la révolte des Taiping, qui était extrêmement meurtrière, ou la révolte des boxers, donc qui étaient ces sociétés secrètes de Chinois qui pratiquaient les arts martiaux et qui luttaient contre les colons japonais. La reine, ouais. Si, avec X, ça, pas celle de Parole de Schneider. exactement, ouais. Les taoïsmes ont toujours existé, ils n'ont pas subi la même répression parce que philosophiquement, ils se sont toujours opposés à la hiérarchie paternelle confucéenne. Il y a un côté, je ne dis pas plus libertaire, mais plus critique, et au moment où les confucianistes ont été critiqués, les taoïstes ont échappé à ça. Et ils étaient très présents dans certains mouvements pré-révolutionnaires, on les trouvait parmi les nationalistes, les anticolonialistes, ceux du moins qui s'engageaient. Là aussi, ça fait penser aux boxeurs. C'est toujours frappant de voir que
certains Chinois modernes, notamment engagés dans le mouvement de l'État, font preuve, ou du moins font profession de matérialisme dialectique, comme on dit dans la terminologie marxiste. Je prends un exemple que je connais bien, c'est ma belle-mère, qui était fonctionnaire au Parti communiste, et qui alors, allons croire, ne va jamais dans les temples, ni bouddhistes, ni quoi que ce soit, tout ça, c'est de l'aliénation, les Lumières nous ont libérés, tout ça, mais elle veut pas, par exemple, qu'on ait un numéro de téléphone avec le chiffre 4, parce que le chiffre 4 en chinois qui se dit se, il y a un jeu de mots qui veut dire aussi la mort. Des fois, dans les hôtels, il n'y a pas de 4e étage, un peu comme chez nous, le 13. Ou bien, j'ai testé une fois, elle ne veut pas entrer dans une pièce où il y a un drapeau pirate. Mon frère avait une colocation avec un drapeau pirate au mur, elle n'a pas voulu entrer. Et ça, c'est aussi, tout en disant je suis marxiste, je suis matérialiste dialectique, mais il y a quand même des choses qui restent, y compris parmi, on va dire, les esprits modernes. En termes de religion, bah, oui, il y a le bouddhisme et la monarchie étaient des éléments fédérateurs de l'ancienne Corée. Les bouddhistes sont plutôt non violents, enfin, dans cette partie-là du monde, hein, c'est pas toujours le cas partout, mais les révolutionnaires s'en sont méfiés déjà parce qu'ils se méfient des gens non violents, et aussi parce qu'il y a un principe philosophique dans le bouddhisme qui fait que les bouddhistes coréens soutenaient toujours l'empereur parce qu'ils pensaient que, comme c'est le chef, comme c'est lui qui domine, c'est forcément un envoyé de Bouddha. C'est le fait accompli, l'amor fati, comme on dit en philosophie, hein, on voit ça chez Nietzsche par exemple. Donc forcément, cette belle excuse de dire ce qui est forcément par la volonté de Bouddha, s'il domine, c'est que Bouddha l'a voulu, ça les met du côté du plus fort. Ce que évidemment les révolutionnaires n'aiment pas, parce que les bouddhistes ne se sont jamais ralliés spontanément au mouvement de contestation du pouvoir. Durant l'occupation japonaise, des prêtres bouddhistes et shintoïstes, comme je l'ai dit, ont été envoyés en Corée pour convertir le peuple. Même les noms de famille des gens ont été japonisés de force. Et concernant le chamanisme ou la géomancie, qui est l'art mystique un petit peu je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça, mais à l'étude des mouvements telluriques ou des énergies chtoniennes, les chefs d'État communistes nord-coréens sont attachés à ça. Pendant la guerre de Corée, donc dans les années 50, Pyongyang la capitale a été détruite au 4/5e. Hein, c'est énorme, il y a eu 635 000 tonnes de bombes américaines qui sont tombées dessus, et il y a seulement 10% de la population qui est restée et qui a essayé de tenir. Les autres se sont exilés hors de la ville pour éviter les bombardements. Donc autant dire qu'après, la reconstruction, ça a été un sacré chantier, ce qui fait que la ville de Pyongyang, si vous allez maintenant, est moderne. Elle date des années 50 et suivantes. Et on les a construits selon les principes de la géomancie. En gros, c'est une ville feng shui, paraît-il. Donc chaque bâtiment est exactement à sa place, le virage à gauche est là et pas là, pour pas qu'il y ait des chocs telluriques. Eh bien, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas quelle est cette science, mais le pouvoir a insisté sur le fait que les Américains ont tout détruit, ça va nous donner l'occasion de faire un truc plus feng shui. C'est la même manière qu'ils utilisent pour légitimer les vieilles légendes. J'ai parlé du mont Paektu, donc, qui est ce mont sino-coréen, qui est à la fois, je l'ai dit, un haut lieu de la résistance, ça c'est vrai, hein, parce que les maquisards allaient se cacher là, face aux Japonais, mais c'est aussi dans la haute antiquité le lieu où serait né un héros qui s'appelle Tangun. Là, ça fait un petit peu, c'est le Dragon Ball Z antique de l'époque. Pendant des siècles, il était évident que cela relevait de la mythologie, certes de l'identité nationale, mais de la mythologie. Eh bien, en Corée du Nord, des archéologues ont essayé de prouver, avec le soutien de l'État, qu'ils avaient retrouvé le squelette de ce type, de ce Tangun. C'est comme si on retrouvait le squelette d'Ulysse. Vous voyez, c'est bien la preuve que la Grèce est la plus grande civilisation européenne. Je ne veux pas présumer d'une archéologie que je ne connais pas, mais c'est drôle qu'il y a à la fois la volonté de légitimer le mythe dans une vision matérialiste, en disant non, il faut y croire, pas simplement parce que c'est un ferment identitaire, mais parce que c'est vrai. C'est une légitimation a posteriori sur des bases matérielles. Il y a toujours un petit peu ce mélange entre les deux. Et les références mythologiques sont partout. Autant, par exemple, les Russes avaient le stakhanovisme qui poussait à produire plus. Autant en Chine, il y avait un héros qui s'appelait Lei Feng, qui était aussi celui qui était beaucoup plus efficace que les autres. En Corée du Nord, c'est l'État qui a mis en place ce qui s'appelle le mouvement Cholima pour stimuler la production, où des équipes minières ou d'usines devaient savoir qui en 24 heures va tirer le plus de charbon. Ce qui est intéressant, c'est que le nom du mouvement Cholima, en fait, c'est un cheval ailé de la mythologie. Là, on n'a pas essayé de nous dire qu'il avait existé vraiment, mais ces références mythologiques reviennent toujours. Je le dis avec un peu d'ironie, mais je ne suis pas dans une démarche
de critique ou de, comment dire, de sarcasme. Je le dis avec ironie parce que ça m'amuse et puis parce que j'ai un regard amusé aux choses. Mais c'est pas, comme on l'a dit avant, on n'est pas dans une logique d'ingérence, de moquerie. Moi, je le prends avec une certaine neutralité parce que de toute façon, c'est difficile de juger. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant que militant, pour autant que je sois un, c'est plutôt ce qui se passe ici et non pas ce qui se passe en Asie. Là, c'est une curiosité purement intellectuelle. Mais ça va, par exemple, loin. Il y a un film qui a été produit, que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'appelle Pulgasari, qui a été réalisé par un réalisateur sud-coréen kidnappé par Kim Jong-il, qui était fan de cinéma, et qui était fan de ce type, et en disant « Ah, je vous aime tellement, je vous apprécie tellement que je vous ai kidnappé, et j'aimerais maintenant que vous releviez l'industrie cinématographique nord-coréenne, qui disposait de pas mal d'argent à l'époque, parce que l'URSS avait mis beaucoup d'argent pour créer des grands studios qu'on peut toujours visiter, à tel point d'ailleurs que l'URSS a plus donné d'argent à l'industrie cinématographique nord-coréenne que les États-Unis, qui pourtant ont du budget, en ont donné à l'industrie sud-coréenne. Bon, ce type a été capturé. En fait, d'abord, ils ont capturé sa femme qui passait à Hong Kong dans un festival. Il était tellement furieux qu'il est revenu sur les lieux du drame. Hop, ils l'ont capturé. En fait, ils utilisaient la femme comme appât. C'était une actrice. Et les deux ont bien vécu dans une belle villa, mais bon, ils n'avaient pas le droit de partir. C'était une prison dorée. On leur a juste demandé de travailler. Il a fait des films, d'ailleurs, en Corée du Nord qui sont pas mal. Il en a fait d'autres qui le sont moins, dont ce film Pulgasari, que les amateurs de nanar connaissent bien sous le sous-titre de le Godzilla socialiste. C'est un Godzilla contre des paysans socialistes médiévaux qui luttent contre lui. C'est pas tout à fait du même tonneau que le Godzilla japonais, bien sûr. Alors il y a aussi les religions étrangères, notamment les religions occidentales. Le christianisme existe en Chine. Il y a un christianisme légal qui est très important et il y a un christianisme clandestin, un catholicisme clandestin notamment, qui est quand même réprimé. Le catholicisme légal est en fait validé par le Parti communiste en fait qui désigne ou qui nomme les prêtres. C'est-à-dire qu'il est légal à condition, je pense que sur la doctrine il ne s'ingère pas là-dedans, mais sur la politique de l'Église, le catholicisme est légal à condition qu'il ne soit pas inféodé à Rome, mais à Pékin. Donc au lieu qu'un évêque ou un cardinal soit nommé par le pape, il est nommé par le secrétaire du parti. Pourquoi pas et en fait, les catholiques clandestins sont ceux qui ont refusé ça et qui continuent de manière clandestine d'avoir des nominations faites par Rome. On retrouve un petit peu ça là aussi avec la Révolution française où on a demandé aux prêtres jureurs, comme on dit, de jurer sur la Constitution en plus de la Bible et que les prêtres non-jureurs, c'est-à-dire ceux qui ne voulaient jurer que sur la Bible, se sont vus réprimés ou bien empêchés de faire leur office. Alors on ne connaît pas vraiment les chiffres de cette répression, c'est difficile, qui est peut-être aussi très exagéré par des militants chrétiens très actifs en Europe qui alertent là-dessus. Je peux difficilement en parler, mais les chrétiens sont présents depuis longtemps. Les premiers étaient les jésuites. Par exemple, je parlais de Confucius, le nom Confucius, qui ne sonne pas très chinois, qui sonne plutôt latin, c'est le cas. En chinois, c'est Kongzi. Et les jésuites qui ont contribué à l'extension de la culture chinoise en Europe, en Occident, ça c'est un peu leur être redevable, se sont bien dit, mais Kongzi, personne ne va acheter un livre de Kongzi, on n'arrive déjà pas à le demander au libraire, il faut un truc qui sonne comme chez nous, quoi. Donc Confucius, ils ont juste gardé le Kong. D'ailleurs, j'ai parlé de Shufu, là c'est un endroit où je suis allé, où on peut visiter toutes les tombes de Confucius et de ses descendants, on appelle ça le sanctuaire des Kongs. Voilà, c'est drôle comme on se fait, mais parce que Kong, c'est ça, c'est Kongzi, c'est Confucius. Le but des jésuites était de convertir l'empereur, parce que voilà, là aussi, je parlais de la logique communautaire, si l'empereur s'était converti au catholicisme, ce qui n'est pas arrivé, eh bien là, tout le peuple se serait converti aussi. Et quand les catholiques coréens, on s'en méfiait beaucoup à l'époque en Corée, parce qu'on pensait justement que c'était des espions chinois, parce que quand on entend des catholiques en Corée, on pensait Chine, on pensait jésuites. Alors il y a aussi beaucoup de sectes évangélistes, j'en ai rencontré, ça, il faut s'en méfier beaucoup, parce que souvent, comme les ONG, il y a beaucoup d'ingérence yankee derrière, et il y a la question musulmane aujourd'hui dans le Xinjiang, qui sont des musulmans plutôt pacifiques par rapport à certains qu'on a ailleurs, mais qui, malgré tout, ont certaines revendications cultuelles qu'on peut comprendre, c'est avoir des lieux de culte, des minarets, ils sont là depuis longtemps, ce sont des Chinois, nationalement, ce ne sont pas des immigrés, mais souvent la Chine est un petit peu crac-crac sur cette question-là de la religion, et je pense que c'est un reproche qu'on peut lui faire, que le matérialisme dialectique figure dans sa constitution, à mon avis, n'est pas problématique. On n'est pas obligé d'avoir tous Dieu dans sa constitution, mais elle pourrait faire preuve d'une plus grande tolérance envers les cultes, surtout les cultes des minorités ethniques, plutôt que de les voir partir dans des logiques sécessionnistes sur des mobiles religieux et peut-être de rejoindre
dire, des structures internationales de type Al-Qaïda ou Daesh, parce que ce n'est pas les purs murs de tous, mais à force d'être toujours rabroués par le pouvoir central, d'être traités en minorité ethnique et d'avoir une religion qui est importante dans leur quotidien mais qui n'est pas reconnue par l'État, ça pourrait mal tourner. Quand je parlais de rapport à la tradition, c'est que ce sont, contrairement à nos civilisations actuelles, c'est plutôt des civilisations rurales. Hein. Les révolutions communistes sont arrivées dans la ruralité. Quand les Chinois communistes ont pris les armes, on a demandé à Staline s'il comptait les soutenir, et Staline dit mais ça n'a rien, ce ne sont pas des communistes, c'est une jacquerie paysanne. Il les traitait même de communistes de margarine, et du coup, avec son flair qui n'a pas toujours été proverbial, il a soutenu les nationalistes de Chiang Kai-shek, le Kuomintang, qui ont fini par créer un des rares mouvements fascistes asiatiques. Et ensuite, évidemment, quand les communistes ont pris le pouvoir en 1949, il a fini par reconnaître Mao comme un communiste et un allié. C'est dû à la théorie marxiste des stades, en disant on a le féodalisme, ensuite il y a une transition capitaliste, ensuite il y a le socialisme, et à la fin, si tout va bien, il y a le communisme. C'est pour ça, par exemple, qu'en URSS, enfin en Russie, la révolution de 1905 n'avait pas abouti, parce que la Russie était trop paysanne, les paysans, malgré l'oppression qu'ils subissaient et les problèmes sociaux, étaient trop attachés encore à la propriété, à la petite propriété, ils n'avaient aucune envie de passer aux kolkhozes, alors qu'en 17, avec l'urbanisation, comme dit la formule marxiste, les ouvriers n'avaient à perdre que leur chaîne, donc c'était beaucoup plus facile de se libérer de ça. En Asie, on a beaucoup idéalisé la vie rurale dans la révolution. Tu parlais de Fanon, hein. Fanon idéalisait aussi cette ruralité. Bon, l'exemple le plus extrême, c'est le Cambodge, hein. Pol Pot, les Khmers rouges. Pol Pot était allé étudier Rousseau à Paris. Rousseau qui fait évidemment une exaltation de la ruralité. Hein. N'oublions pas que c'est ici, là où nous sommes à Clarence, que se situe son roman, son unique roman, la Nouvelle Héloïse. C'est une vision pré-romantique. Pol Pot, qui confond la poésie et le contrat social, s'est dit l'urbanisation c'est Babylone, c'est le vice, c'est le stupre, la fornication, la corruption et la décadence. Donc il faut détruire les villes, il faut faire des petites unités, et ça a été une désurbanisation violente. Ces révolutions sont des révolutions effectivement rurales à la base. Donc ça n'entrait pas dans le plan soviétique, et ça n'entrait pas dans la vision de l'histoire marxiste. Et pourtant ça a eu lieu. Marx lui-même, si on lui avait dit que la première révolution bolchevique arrivera en Russie, il n'aurait pas cru. Il a dit mais non, ça arrivera dans les pays développés, en guillemets, en France, en Allemagne. La Russie est trop féodale. Eh bien pourtant non. Et non seulement en Russie, mais en Chine, au Cambodge, au Vietnam et en Corée. Alors la question du nationalisme, le sinologue Lucien Bianco, je voudrais le citer, a dit « Le communisme s'est présenté donc en Chine comme une simple variété de nationalisme, et c'est en tant que tel qu'il a conquis le pouvoir. Le communisme a exploité le nationalisme pour triompher, certes, mais il faut se hâter d'ajouter, c'est par le communisme que le nationalisme triomphe. Dans les faits, le communisme chinois, c'est d'abord la revanche du nationalisme chinois. » C'est exactement vrai, les deux sont absolument liés. Alain Péreffit, donc le ministre gaulliste qui était allé en Chine et qui avait écrit un beau livre qui s'appelle « Quand la Chine s'éveillera », disait « Ce sont les prolétaires qui ressentent le nationalisme le plus intransigeant, les bourgeois qui sont les plus tentés par le cosmopolitisme. » Il faisait une lecture de classe. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus que jamais le cas. Il suffit même en Suisse, faites une sociologie du nationalisme et vous verrez bien que c'est pas les capitaines d'industrie, les grands bourgeois et les propriétaires fonciers. Donc ça n'a pas changé. La Chine, qui est quand même dans laquelle il y a une ethnie dominante, hein, 95% de la population, je crois, les Han, a fait preuve aussi de ce qu'on appelait en histoire le chauvinisme grand Han, comme Staline a fait preuve d'un chauvinisme grand russe. Mais au début, s'en méfiait beaucoup parce qu'il avait peur que tout d'un coup, une ethnie l'emporte sur les autres. Dans un texte qui s'appelle « De la juste solution des contradictions au sein du peuple », qui publie, dans certains extraits sont publiés dans le petit livre rouge, il écrit « Le chauvinisme grand Han, comme le nationalisme local, sont préjudiciables à l'union de toutes les nationalités. Il s'agit là de contradictions au sein du peuple qu'il faut surmonter. » Et là, ça veut dire quoi? Le chauvinisme grand Han, cette espèce d'international ou de grande identité raciale, et le nationalisme local, c'est effectivement le régionalisme. Il est très jacobin en disant qu'il faut lutter là contre, parce que c'est quoi entre les deux? C'est la nation chinoise, l'État-nation moderne. Et il disait dans un autre texte d'octobre 38, le communiste, qui est internationaliste, peut-il être en même temps patriote? Nous pensons que non seulement il le peut, mais il le doit. Ce sont les conditions historiques qui déterminent le contenu concret du patriotisme. Nous sommes à la fois des internationalistes et des patriotes, et notre mot d'ordre est de combattre pour la défense de la patrie et contre l'envahisseur. Dans la guerre de libération nationale, le patriotisme est donc une application de l'internationalisme. Ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'il faudrait peut-être aussi dire à gauche, encore qui se réclame plus de Mao, parce qu'il se réclame plus de grand-chose. Quand je suis allé en Chine, donc il y a une dizaine d'années, je suis allé rencontrer les représentants de ce qu'on appelle
de ce qu'on appelle la nouvelle gauche. Et je reprends une citation d'un chercheur qui s'appelle François Godement, qui définit ainsi la nouvelle gauche. Il dit « À une extrémité du discours politique survivent les derniers mohicans maoïstes, idéologues nationalistes et conservateurs qui mènent un combat permanent contre l'évolution de leur pays. » Ça, c'est sa vision critique, hein, bien sûr, que je ne partage pas. Comme le communisme est aujourd'hui une base bien fragile de reconquête de l'opinion, un nationalisme qui se veut néo-réaliste, mais retrouve surtout les tendances profondes de la géopolitique du siècle dernier, culte de la nation, du sang, exaltation de la force dans les relations internationales, vient à son secours, surtout chez les plus jeunes de ses porte-paroles. Ainsi se reconstitue à Pékin une majorité politique à la fois anti-réformiste, hostile à l'ouverture économique par le marché et désireuse d'en découdre avec les États-Unis pour réaffirmer la position internationale du pays. Donc ce qu'on appelle en Chine actuelle la nouvelle gauche, ce sont la nouvelle génération, des jeunes gens qui trouvent que la Chine est allée trop loin sur le plan de la libéralisation et du bradage des ressources, notamment à l'époque de Jiang Zemin, qui est un peu le Khrouchtchev chinois, et qui sont aussi, ils les traitent de conservateurs, parce que défendre un acquis social, c'est conservateur, certes, mais ce sont les plus communistes, en fait, les plus communistes et les plus nationalistes. La nouvelle gauche, c'est la frange dans le parti communiste et hors du parti communiste la plus nationaliste. Et j'ai rencontré des représentants de ce mouvement, notamment des universitaires, qui étaient très intéressants. Cette question nationale, pas chez ces gens mais chez d'autres, aboutit aussi à la question raciale. On parle toujours de valeurs asiatiques, c'est un sens civilisationnel. Quand la Corée ou la Chine essayent de défendre leur modèle, ils disent oui, mais c'est en fait du socialisme selon nos valeurs asiatiques. On ne sait jamais vraiment ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de débats sur le suprémacisme en Chine, dans la théorie du QI, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai que les Chinois essayent toujours de dire qu'ils font une hiérarchie des races et eux ils sont tout le temps. Ils ont plein le cul des Arabes. Peut-être que c'est ça. Pas tellement ce genre de problème. L'archéologie aussi, il y a toute une thèse, et ça mettra du temps à être, parce que c'est des vrais. On dit, il y a une thèse qui dit que l'homme descend d'Afrique, hein, parce qu'il y a des mots. Eux disent que l'homme descend de Chine, hein, une anthropologie de la préhistoire chinoise. Un archéologue avait écrit un article il y a quelques mois dans Éléments pour nous informer des recherches qui étaient faites en préhistoire chinoise. C'est très intéressant. Alors là, c'est pas un débat idéologique, c'est un débat scientifique, mais l'idéologie se profile derrière. Le racisme chinois, disant oui, ils n'aiment pas beaucoup les Japonais, les Coréens c'est pas toujours facile selon les quartiers, les étrangers il y en a de toute façon pas beaucoup. Moi j'ai jamais eu à subir ce racisme, au contraire les gens étaient très sympas, les seules fois c'est quand j'étais un petit peu trop près de certaines filles, mais ça c'est normal, hein. C'est comme on dit toujours que le racisme, la xénophobie apparaît quand les gens sont en concurrence pour une place de travail, un logement, une femme, sinon je pense que l'être humain est plutôt sympa, mais c'est normal, hein. Mais avec une immigration bien moindre que la nôtre. Chez les Coréens, ils ont une notion qui s'appelle le Minjok, c'est la nation, mais au sens ethnique, la nation ethnique, qui a remplacé dans la théorie du Juche, dont je vais parler dans un instant, le sujet historique du marxisme, qui était le prolétariat. Là ça devient le peuple, la nation. Mais la nation, pas la nation au sens né de la Révolution française, non, la nation ethnique, qui se mêle à l'autre. Selon certains chercheurs, cette vision racialiste n'est pas du tout enracinée dans les siècles des siècles, mais serait plutôt un héritage japonais. Justement, les Japonais du début du XXe siècle, on le sait, même avant Hirohito, avaient une vision extrêmement raciale. Quand ils ont colonisé, que ce soit la Corée ou d'autres territoires, l'ont fait en montrant bien à ces gens-là qu'ils se considéraient comme la race supérieure. Les Coréens ont retourné leur haine contre les Japonais dans une logique anticolonialiste, mais ont aussi intégré cette notion raciale. Leur idéologie raciale est quand même tout à fait très différente de celle des Japonais. Les Japonais, peut-être un petit peu même sur le modèle arien ou d'autres modèles, vont dire « nous voulons dominer le monde car nous sommes les plus forts ». En gros, c'est ça, on est supérieur parce qu'on est les plus forts. Les Coréens ne peuvent pas le dire, puisqu'ils savent bien que leur histoire, ils se sont toujours fait dominer. Donc ils disent « non, nous sommes les meilleurs parce que nous sommes les plus faibles ». Pourquoi ? Leur idéologie raciale est une idéologie de pureté. Mais de pureté, qu'est-ce que c'est qu'une race pure ? C'est une race qui a les mains blanches, qui n'a pas de sang sur les mains, d'innocence, même de faiblesse, et on pourrait même dire d'infantilisme. On pourrait faire une lecture psychofreudienne de ça, dans la mesure où ça justifie à la fois le grand leader. On a besoin d'un leader, une figure paternelle, voire maternelle d'ailleurs, qui nous guide parce que nous ne sommes pas un peuple autonome, nous sommes un peuple enfant. Mais cet infantilisme n'est pas une preuve d'infériorité, on pourrait dire c'est au-delà du surhomme nietzschéen, c'est le retour à l'enfance, c'est-à-dire la grande sagesse et la grande vertu, et ça justifie aussi la protection de peuples étrangers qu'on méprise, qu'on n'aime pas, mais on a besoin d'eux. Et les peuples étrangers, ça peut être l'aide soviétique à l'époque, l'aide chinoise encore maintenant, ou bien même l'aide humanitaire
des ONG ou de l'Occident. Mayer, ce journaliste américain, expliquait ainsi, il a écrit un livre lui-même qui s'appelle La race des purs, qui parle du racialisme nord-coréen, enfin du racialisme coréen tout court, sauf que le Sud s'est occidentalisé, c'est comme le Japon, la Corée du Sud, c'est un petit peu l'avant-garde de l'Occident en Asie, donc toutes ces notions racialistes ne sont pas solubles dans l'occidentalisation ni dans le capitalisme mondialisé. Alors que la Corée du Nord, qui est un pays plus traditionnel, a conservé ça. Et donc, parlant de ça, il dit « La RPDC, donc le régime, estime avoir démontré sa supériorité morale pour avoir rejeté toute concession au capitalisme et en supportant les effets sur son niveau de vie. Il était donc normal et juste que les races inférieures versent le tribut en partageant une partie de leurs gains mal acquis. » Donc en gros, il disait aux Russes, vous êtes plus ou moins des social-réformistes, nous on a vraiment résisté, on s'est serré la ceinture pour lutter contre les Japonais, contre les Américains, contre le capitalisme, vous avez fait des concessions avec la coexistence pacifique, etc. Donc la moindre des choses, pour compenser notre sacrifice, c'est qu'au moins vous nous nourrissiez. Et c'est le même discours qu'ils ont par rapport aux Chinois actuellement. J'ai dit que Pyongyang avait été reconstruite après les bombardements selon des principes géomanciens chamaniques. Eh bien, tout le centre-ville de Pyongyang est en pierre blanche. Je ne sais pas s'il y a peut-être du marbre, mais surtout de la pierre blanche. Ce qui, dans n'importe quelle capitale du monde, paraîtrait une hérésie, parce qu'il faudrait des nettoyeurs 3 fois par jour, hein, avec le monoxyde de carbone. Mais il y a tellement peu de voitures à Pyongyang que ça marche, ça reste relativement blanc, même si je pense qu'il le nettoie de temps en temps. Et cette blancheur, c'est synonyme de pureté. Il faut bien se rendre compte que dans leur langage, les Coréens se considèrent comme la race blanche. C'est pas un racisme de domination, déjà ils n'ont jamais été en mesure de dominer, mais c'est un racisme d'innocence, de vertu qui nécessite protection parce que c'est aux autres de se salir les mains pour nous. Et cette vision raciale est tellement forte que la propagande de guerre les a toujours incités à représenter leurs ennemis sous forme animale, parce que le racisme poussé à l'extrême pousse souvent à déshumaniser, donc à représenter les gens sous forme de rats, de lapins, de renards, de loups. Et c'est grâce à ça, c'est-à-dire en encourageant les artistes à développer la caricature animalière, qu'un des points forts actuels de la Corée du Nord, c'est l'industrie du dessin animé. Oui, parce que pendant toute la guerre, on leur a tellement dit représenter les Américains comme des renards, les Russes comme des ours, les Chinois comme des pandas, etc., pour faire des dessins animés de propagande, qu'ils sont devenus très forts dans cet art-là. Et maintenant, des gens du monde entier viennent travailler dans de grands studios de dessin animé. Il y a par exemple un dessinateur canadien-québécois, je crois, dont je vous recommande la lecture, qui s'appelle Guy Delisle, qui a écrit une série de livres qui portent des noms de villes, Jérusalem, Shenzhen, là où il a voyagé et travaillé. Et un s'appelle Pyongyang, parce que pendant un certain temps, il a travaillé à Pyongyang, il a réalisé le dessin animé Papyrus. Tout simplement parce qu'on lui a dit les meilleurs studios avec lesquels collaborer, c'est Pyongyang, parce qu'ils savent dessiner des animaux. Conséquence surprenante du racialisme coréen, dans un journal, un quotidien nord-coréen très, très connu qui s'appelle le Rodong Sinmun, le 27 avril 2006, on pouvait lire par exemple « La monoethnicité est quelque chose dont notre nation et nul autre sur Terre peut être fier. La nation ne peut retenir sa honte et sa colère à l'idée d'une société multiraciale, multiethnique, qui diluerait le sang de notre peuple. » Et là, ce qui est visé, c'est évidemment leurs voisins du Sud. Alors, par contre, il n'y a pas de racisme intercoréen, ça c'est très fort. Alors, idéologiquement, ils se détestent, mais c'est un malentendu, c'est un long malentendu, mais ils se disent toujours, ça va s'arranger. Hein, je pense qu'il y a une sincérité, autant chez les chefs d'État que dans le peuple, je pense s'il y a bien une vraie sincérité de part et d'autre, c'est que tous veulent la réunification, et je pense que pour cette raison, elle arrivera, mais le problème, c'est qu'il y a des obstacles. Mais s'il le pouvait, il l'aurait demain. Même les nationalistes nord-coréens ou sud-coréens croient que la vraie nation, c'est quand même la Corée. C'est pas le Nord et le Sud, c'est la Corée. Et je pense que le sentiment d'une coréanité commune est plus fort que pouvait l'être le sentiment d'une germanité commune au moment de la séparation Est-Ouest de Berlin. Tout simplement, déjà parce que la conscience ethnique et identitaire est plus forte. Et souvent, les nationalistes du Sud, dont on ne sait pas s'ils sont de gauche ou de droite, ça n'a pas vraiment d'importance, ont une espèce de complexe. Parce que même s'ils sont peut-être, je ne sais pas, anticommunistes ou qu'ils n'aiment pas le régime Kim Jong-un, se disent « Ah, ces gens du Nord, ils nous donnent mauvaise conscience. Ils nous rappellent qu'on est un peu des traîtres à notre race, on est occupé par l'armée américaine, on se métisse, on est dans le capitalisme mondialisé, on regarde des clips de J-pop, c'est nul tout ça, nos anciens, voilà, on danse sur la pop musique de nos anciens envahisseurs. Eux au moins, malgré tous leurs défauts, c'est des purs et durs.
Et il y a d'ailleurs beaucoup de mouvements au sud, de mouvements dissidents, révolutionnaires, qui soutiennent la Corée du Nord et qui ne sont pas du tout communistes, qui ne soutiennent pas, par exemple, le collectivisme ou la constitution nord-coréenne, mais qui soutiennent le modèle un petit peu de communisme de guerre. Hein. On dit, je parlais de Philippe Ponce qui a écrit un livre qui s'appelle L'État guérilla. Le modèle nord-coréen, plus qu'un État soviétique ou stalinien, c'est un modèle construit sur l'expérience du maquis. Kim Il-sung, le premier chef d'État, était un héros du maquis, de la résistance anti-japonaise, et ils sont en permanence sous le feu d'un ennemi, et plus réel qu'on le pense, hein, d'ailleurs, parce qu'on dit toujours ils sont paranoïaques. Non, non, ils ont des raisons d'avoir peur. Donc le Sud a un complexe identitaire. Alors il y aura des règlements de compte politiques, militaires, mais je pense qu'on ne verra jamais de pogrom ratio en Corée, entre Coréens, parce qu'ils ont cette conscience de l'unité. Alors, on est effectivement de plus en plus loin du marxisme, même si le marxisme est souvent cité. On parle d'application du marxisme-léninisme de manière créative. Je ne sais plus lequel chef d'État disait ça. Alors, créative, ça laisse quand même une certaine latitude pour faire à peu près ce qu'on veut. Une académie chinoise des sciences sociales appelle à promouvoir la sinisation du marxisme. D'autres parlent de la coréanisation du marxisme. En gros, c'est une indigénisation hein, du marxisme-léninisme. Je prends un exemple dans ma brochure, l'Université des sciences politiques de la jeunesse de Chine, qui a ouvert une nouvelle école de marxisme il y a une dizaine d'années, et le vice-directeur de l'Institut explique « Nous voulons rompre avec l'ancien marxisme, objet théorique et de propagande, pour explorer un marxisme réaliste et utile, servant à renforcer la base théorique des dirigeants. Nous ne sommes pas des conservateurs, nous luttons contre la nouvelle gauche et le néolibéralisme. » Donc les deux phases, on va dire, à la fois contre les nationalistes et les mondialistes. Le néo-marxisme est désormais le courant dominant parmi les hauts dirigeants. Ce qui semble effectivement le cas. Est-ce que c'est encore du marxisme? C'est difficile à dire. Kim Il-sung, du côté coréen, en réalité a peu de culture marxiste. Vraisemblablement, il n'a jamais ouvert le Capital. Hein, il expliquait à ses partisans « J'ai tout compris au marxisme, non pas en étudiant, mais par l'effet de l'amour que me porte mon peuple. » Là aussi, on est toujours un peu dans le chamanisme. En réalité, cette théorie ressemble davantage aux théories corporatistes, comme on a pu la voir en Europe, que aux théories communistes. Le point commun, c'est l'anticapitalisme. Oui, c'est vrai que c'est un anticapitalisme, mais plus presque instinctif, ça c'est la notion de Juche, et en gros, il a construit son opposition par la lutte, par la guérilla, notamment la guérilla anticoloniale. On est vraiment dans les luttes, ce qu'on peut appeler tiers-mondiste. Et si la Corée du Nord s'est retrouvée dans le camp soviétique pendant la guerre froide, c'est un petit peu les circonstances historiques. C'est un peu, on pourrait comparer ça à Cuba au début. Guevara et Castro se défendaient de dire ah non, nous ne sommes pas communistes, ça n'a rien à voir. S'ils le sont devenus, c'est pas tant par des mutations idéologiques, c'est parce qu'à un moment, quand vous avez contre vous la première puissance militaire du monde, vous avez intérêt à trouver des alliés pour vous battre contre. Et les alliés de l'époque, c'est le monde communiste, qui international, et principalement l'URSS. Donc ils se sont retrouvés là, parce que c'était aussi leur seul moyen de lutter contre des ennemis qui en voulaient aussi à leurs ressources et à leur territoire. Dans les différentes moutures de la Constitution nationale nord-coréenne, en 1978, en 1992, il n'y a aucune référence au marxisme dans la Constitution. En 2009, il y a un terme qui apparaît, qui est le Songbun, qui est, on pourrait le traduire par le socialisme de primauté nationale. Ça veut dire socialisation de l'argent pour le budget militaire. Voilà, c'est un peu limité niveau marxisme. Le 15 avril 2012, on a fêté les 100 ans de Kim Il-sung, qui est né en 1912. D'ailleurs, le calendrier du Juche fait commencer l'histoire en 1912, hein, à la naissance, donc c'est une histoire jeune. Et on a fêté donc les 100 ans de Kim Il-sung et le même jour l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. Ça c'est un hasard qui fait bien les choses, surtout que Kim Jong-un, donc le chef d'État actuel, hein, le jeune homme alerte que nous voyons souvent à la télévision, était moins considéré comme l'héritier direct de son père que presque, je ne vais pas dire comme la réincarnation, mais le représentant de son grand-père, parce qu'en fait il ressemblait. C'est vrai que physiquement il se ressemblait. Kim Jong-il avait un autre style de direction, il ressemblait plus à un fonctionnaire soviétique, alors que le grand-père et le petit-fils avait ce côté un peu officier jovial, enfin jovial, je ne sais pas si quand il sourit c'est de bon signe, mais c'est vrai, objectivement, mais il arrive au pouvoir le même jour, hein, 15 avril 2012, et ce jour-là, les portraits de Marx et d'Engels qui figuraient sur le ministère du Commerce, ça ne s'invente pas, sur la place de Pyongyang, sont retirés. En face, il y a un portrait de Kim Il-sung, mais ce jour-là, quand le petit-fils arrive au pouvoir, on retire les portraits de Marx et Engels. C'est donc un signe assez intéressant, alors que sur la place Tiananmen, on peut encore les voir. Et cette théorie du Juche, on appelle ça comme ça, c'est l'idéologie nord-coréenne, l'idéologie d'État de la RPDC, qui a été théorisée par un philosophe d'État qui s'appelle Wang Chang-pop,
et qui est fondateur, non, Wang Shanqiop, pardon, quand même, qui est fondateur en 1979 d'une académie des sciences Juchen à Pyongyang, mais qu'on trouve aussi à Tokyo. Il y a différentes versions. Ils ont même donné des cours en Russie. Il a théorisé, on va dire, le corps doctrinal de la Corée du Nord. Ensuite, il a fait défection parce qu'il s'est permis de critiquer Kim Il-sung, qui était trop belliqueux. Et ensuite, il s'est enfui en Chine, il s'est caché dans une ambassade coréenne et il a été extradé au sud. Le Juche, alors on ne sait pas trop d'où vient le terme, il y a plusieurs hypothèses, mais une hypothèse qui me semble intéressante, c'est que ça viendrait de l'allemand subject. En gros, c'est du marxisme ou de l'hégélianisme pour les nuls. En gros, il faut être sujet de sa vie. Voilà, ça pourrait être... C'est une phrase, ça pourrait être une phrase qu'on voit sur Facebook, soyez sujet de votre vie, signé Kim Il-sung ou Paulo Coelho. donc c'est un peu plus compliqué que ça, je plaisante, mais quand même, disons, ça n'a pas la même rigueur dialectique que le marxisme, qui est quand même quelque chose d'un petit peu plus construit. Le Juche, en fait, ça privilégie l'instinct, on retrouve cette notion raciale d'ailleurs toujours dans la volonté, l'énergie d'une race. En fait, c'est une philosophie volontariste, spontanéisme. On a parlé beaucoup en 68, par exemple, de ce qu'on appelait les Mao Spontex. Donc c'est Mao, dans la révolte étudiante, qui était spontanéiste en disant, c'est ce que Lénine appelait des gauchistes, hein, il a inventé ce terme à peu près pour des gens comme ça, c'est-à-dire des gens qui veulent faire la révolution pour tout et n'importe quoi, qui ne veulent pas se structurer, et puis qui finissent par être un petit peu les hommes de main et les idiots utiles du capital. Et les maoïstes se réclamaient de Mao, mais Mao n'était pas du tout comme ça. Il y a eu des tendances dans la révolution culturelle. Par contre, s'ils avaient connu, mais c'était trop tôt, les partisans coréens du Juche, ils auraient pu s'y retrouver parce que, en gros, Kim Il-sung leur aurait dit balancez vos bouquins de philosophie, ça sert à rien, croyez en l'énergie, sautez sur les barricades, poussez des cris primo-chamaniques. Sauf que lui le faisait sous une forme militariste et autoritaire. Mais c'est aussi quelque chose de plus concret. Et qui a un bel idéal à mon avis, mais auquel la Corée du Nord n'a pas atteint, c'est l'idéal d'autosuffisance, voire d'autarcie alimentaire, énergétique, en termes de ressources, l'indépendance, la souveraineté nationale. Il y a une période où la Corée du Nord était plus riche et où se portait mieux, mais pendant longtemps, il y a eu tout un ensemble de crises, il y a une famine terrible entre 94 et 97 qui a vraiment fait... on appelait la marche forcée, parce que c'est toujours des termes militaires pour parler de ce qui se passe. Ça a fait 500 000 morts, ça a créé une vague de rachitisme, une crise sanitaire, ça a mis en place... C'est ça qui a développé le premier capitalisme nord-coréen, parce que ça existe quand même à travers du marché noir, des économies parallèles. C'est là qu'on a commencé à généraliser aussi l'élevage d'autruches, parce que quand les gens n'avaient plus rien à manger, qui existe toujours, hein, il paraît que c'est bon, on en sert dans les restaurants régulièrement. Les gens se sont mis à vraiment cultiver, à dresser, élever des autruches en masse à partir du moment de la famine. Cette autosuffisance, malheureusement, n'est pas atteinte puisque ça dépendait du RSS, ça dépend de la Chine, ça dépend beaucoup de l'aide internationale et des ONG. Je donne une petite définition justement de Charvin qui parlait, parce que lui c'est intéressant parce que pour lui, il y croit, hein, il pense que c'est bien et que ça marche. Et il dit la chose suivante, il dit voilà, la théorie du Juche se veut à la fois continuité et développement, mettant l'accent sur des thèmes que le marxisme d'Europe de l'Est avait, selon les Coréens, négligés. Donc il y a l'idée, que je trouve bonne a priori, d'indigénisation du marxisme en disant on a vu ce qui se passe à l'Est, à l'Europe de l'Est, c'est bien, mais c'est pas nous on est asiatiques. Le Juche est une théorie qui ne renie pas le marxisme, mais qui se veut plus appropriée au mouvement révolutionnaire en Corée et dans les pays sous-développés. On trouve l'idée lutte décoloniale du tiers-monde. Les mouvements historiques ne sont pas le fruit des contradictions sociales résultant des rapports de production, donc marxiste classique, mais des réactions de l'homme créateur à ces contradictions sociales. Donc là aussi, l'idée de spontanéité, création, ex nihilo. Le monde matériel n'est pas nié, mais la connaissance des lois de son évolution permet à l'homme de se transformer lui-même en transformant la réalité. Il est donc possible non seulement de transformer le monde, mais de le transformer vite et globalement, sans priorité ni étape. Cet optimisme théorique fait du Juche une idéologie tonique et motrice. On pourrait rajouter bifidus actif, hein, tout y est. La théorie du Juche n'est pas une rupture avec le marxisme, elle s'inscrit au contraire dans sa continuité, elle est un syncrétisme idéologique inédit, basé sur le concept d'un homme maître de tout et capable de décider de tout. Il y a un côté prométhéen. L'objectif poursuivi par le Juche n'est pas essentiellement quantitativiste et productiviste, c'est la nature même des rapports humains qui est essentiellement visée. Ce que ces gens reprochaient au marxisme, en fait, et ensuite au capitalisme au même titre, c'est d'être uniquement productiviste, en fait, de faire une réduction économiste. Et c'est vrai que c'est un des défauts du marxisme. Donc eux qui, comme on l'a dit, étaient attachés à des traditions ancestrales, archaïques, à des choses que nous on appellerait peut-être superstitions, ou simplement à leur religion locale, se sont dit,
et jusque-là je les suis, en disant mais le marxisme, pour avoir sens, doit s'appliquer, s'intégrer à cet humus local, à cet humus culturel et traditionnel, sauf qu'ensuite ça prend un degré d'abstraction avec cette idée de quand on veut on peut, quand on veut faire la révolution on peut. Mao disait des choses assez semblables dans son petit livre rouge, ce qui fait que Denis Gorteau, cet essayiste dont je parlais avant, parle de rêve sous perfusion pétrolière russe. Je ne vais pas vous parler du modèle économique parce que sinon ça va faire un peu long, mais il y aurait effectivement des différences entre le marxisme et même l'économie de guerre, l'économie de guérilla, voire l'économie collectiviste en place. Ce que j'ai remarqué, c'est que ces socialismes, aussi dissemblables soient-ils, en évoluant d'une manière différente, la Chine vers un capitalisme assez débridé, quoique sous contrôle étatique, et la Corée du Nord sous une forme d'économie, alors justement, dont je ne vais pas parler là, mais qui est très complexe, et vous pourrez le lire dans cette brochure. Eh bien, en fait, le point commun de ces deux économies, une avec un taux de croissance énorme et l'autre très austère et spartiate, c'est que ce sont devenus, on est passé du socialisme ou du communisme à ce que j'appellerais aujourd'hui du national-étatisme, avec des modèles économiques hybrides. Lorsque j'ai écrit cette petite brochure, dès le moment où j'ai écrit le titre, déjà Ward m'a dit ça va pas, c'est faux, parce que j'ai écrit socialisme asiatique au pluriel. Et Ward m'a dit non, mais socialisme, c'est une faute, il n'y a pas de S. Et là, je me suis dit, bah, tiens, il y a un problème. Contrairement à ce qu'a pu dire Dan Nicolas sur certaines expériences africaines qui, à mon avis, sont vraiment enthousiasmantes et prometteuses, je me suis intéressé à ça froidement. Il y a aussi des choses qui font peut-être rêver dans certains épisodes, mais qui malheureusement toujours après finissent aussi en tragédie. Ce bouquin n'est pas un petit livre rouge, n'est pas un manifeste qui vous encourage à applaudir le grand timonier, mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut retenir, nous qui sommes européens, et moi en l'occurrence qui suis socialiste, c'est d'une part que effectivement la dimension sociale et la dimension nationale, qu'on soit en Orient ou en Occident, en Afrique ou en Europe, sont complètement imbriquées, et que l'une a toujours été la condition que l'autre, mais l'est plus que jamais dans le monde mondialisé. Deng Xiaoping, quand il a libéralisé la Chine, quand il a fait ses réformes, il disait « il nous faut ouvrir la fenêtre pour amener un peu d'air ». Mais il reconnaissait aussi, il disait, le problème c'est quand on ouvre de l'air, il y a des moustiques qui viennent et qui nous piquent. C'est vrai, il était conscient de ça, il le disait plus cyniquement, mais c'est ce qu'on risque. Donc je crois en des voies socialistes pour nos peuples, et pour les autres, je l'espère, sauf que c'est à eux d'en décider, l'ingérence n'est pas de notre fait, mais ces socialismes doivent rester au pluriel, sous peine de retomber dans des universalismes abstraits, comme l'a pu être malheureusement l'expérience soviétique. Voilà, je vous remercie.